retour à Lille. Quel plaisir d'être de retour sur cette terre du Nord, si humaine, si sincère et si chaleureuse. Quel bonheur de vous retrouver. Lillois, Dunkerquois, Lensois, Valenciennois, Calaisiens. Décidément, j'aime les gens du Nord, leur franchise, leur solidité, leur humilité et leur courage. Je voudrais m'adresser aujourd'hui à la France du travail, lui donner enfin l'espérance qu'elle attend. Nous avons besoin, plus que jamais, de rendre au travail son sens, son salaire et sa valeur. Je veux maintenant vous dire ce que nous allons faire ensemble pour que demain, pour que dans 1 an, pour que dans 5 ans, dans 30 ans, notre pays et nos enfants se portent mieux. Ici, encore plus qu'ailleurs, l'assistanat est une insulte. Ici, on se lève tôt le matin et on peut se coucher le soir avec le sentiment du devoir accompli. Et je sais combien ici, dans les classes les plus populaires jusqu'aux classes moyennes, on déteste l'assistanat. Quand on se lève chaque matin à 5 heures pour aller travailler, quand on gagne difficilement sa vie à la sueur de son front, on n'accepte pas que le voisin vive mieux que soi grâce à des aides sociales sans avoir besoin de travailler. Face à la folle lutte des classes et l'injuste loi de la jungle, je serai le président de la réconciliation des classes, le président qui réunira l'entrepreneur et le travailleur. Nous ne sommes pas de ces utopistes qui rêvent de la fin du travail et du revenu universel, ni de ces socialistes qui abandonnent les ouvriers et instaurent les 35 heures qui appauvrissent la France et les Français. Et Emmanuel Macron, qui s'est présenté comme l'homme du progrès et qui n'a rien fait progresser notre pays. En étant 8000 à Lille, vous faites de la peine à Martine Aubry. C'est pas bien ce que vous faites. Martine Aubry, la mère emptoire, comme l'ont surnommé ses amis socialistes. Votre très chère mère, qui dit que je ne suis pas le bienvenu dans sa ville de Lille. Ben oui, c'est sa ville de Lille. Faut comprendre, elle lui appartient cette ville, voyons. Martine Aubry qui appelle les antifas, cette racaille d'extrême gauche, à manifester contre nous aujourd'hui. Martine Aubry qui rêve de susciter des violences pour qu'on nous accuse ensuite d'être responsables de ces violences. Toujours les mêmes méthodes chez les gauchistes. Selon ces politiciens de gauche, la pauvreté mène nécessairement à la délinquance. Si l'on est pauvre, alors, forcément, on aurait envie de voler, de piller, de détruire et pourquoi pas de tuer. Cette théorie est affreuse. Que disent-ils? Il faut plus d'argent et on arrêtera la délinquance. La réalité, oui, la réalité, mes amis, c'est que ces quartiers sont tout sauf abandonnés. Ils sont gavés d'argent public et de prestations sociales. Ils sont en vérité privilégiés. La réalité, c'est que la véritable pauvreté, beaucoup de Français la connaissent, la vivent et la subissent. Ils vivent cette peur lorsque l'argent vient à manquer, lorsque les dettes s'accumulent et lorsque les fins de mois deviennent difficiles, voire impossibles. Lorsqu'on a travaillé toute la semaine et qu'à la fin, il ne reste plus un centime. Lorsqu'on s'est épuisé à la tâche,
et qu'on ne mange pas toujours à sa faim. Lorsqu'on est une mère seule et qu'on doit travailler toujours plus parce qu'il faut payer la garde des petits, ces angoisses, je ne les raconte jamais, mais je les ai moi-même connues quand j'étais enfant. J'ai connu à 10, 12 ans les huissiers qui frappent à la porte. J'ai connu l'obligation d'aller vivre chez mes grands-parents parce que mon père ne pouvait plus payer le loyer. J'avais la chance d'avoir un père travailleur, courageux, qui s'est toujours relevé, qui s'est sacrifié et qui m'a permis d'arriver là où je suis. Comme vous le savez, je sillonne la France depuis des mois. Je vois venir à moi tant de Français qui me confient « Monsieur Zemmour, faites quelque chose pour nous, on n'en peut plus. » À ces jeunes de 20 ans qui me disent « J'ai coupé mon chauffage, je n'ai plus de quoi le payer. » À ces femmes seules qui soupirent « Je ne vais plus voir ma mère à la maison de retraite, l'essence est trop chère. » Oui, j'ai croisé souvent le désarroi et parfois la misère, l'indignation et souvent la colère. Ils me le disent, je les entends. Vous, mes amis, quand vous connaissez ces difficultés, vous restez dignes, vous restez honnêtes, vous restez fiers. Vous cherchez des solutions, vous ne fraudez pas, vous ne dégradez pas vos logements, vous éduquez correctement vos enfants, vous ne brûlez pas des écoles ni la voiture du voisin, vous ne cassez pas. Oui, chez vous, on ne casse pas. Vous ne voulez pas casser, vous voulez construire. Vous ne voulez pas être assisté, vous voulez travailler. Vous ne voulez pas l'aumône, vous voulez vivre dignement de votre travail. Je le sais, je vous entends et je vous réponds. Et je veux vous répondre différemment des politiciens qui vous parlent. Tous les candidats répètent en boucle qu'ils sont le candidat du pouvoir d'achat. Qu'avec eux, on va vous rendre du pouvoir d'achat comme si on l'avait gardé quelque part. Je les écoute, oui, je les écoute depuis des semaines et en réalité, de la droite jusqu'à la gauche, ils disent tous la même chose. Ils ne disent rien. Que vous promettent-ils tous en chœur? Des cadeaux, des chèques, des déductions, des pourcentages, des barèmes, des tours de magie, de l'argent public, de l'argent théorique, de l'argent magique. Je vais vous dire quelque chose, mes amis, l'argent magique n'existe pas. L'argent public, l'argent théorique, l'argent gratuit, leurs belles promesses, tout cela n'existe pas. Parce que l'argent qu'ils promettent de vous donner, ils vont vous le voler. Cet argent qu'ils vous promettent, c'est le vôtre. Chaque euro qu'ils vous font miroiter pour demain se trouve aujourd'hui dans votre porte-monnaie. Ils sont en train de vous acheter avec votre propre argent. Qu'est-ce que le pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat, c'est l'argent qui vous reste quand l'État arrête de tout vous prendre. Le pouvoir d'achat, c'est ce que vous gardez quand vous avez payé les charges qui pèsent sur votre salaire, la TVA sur tous vos achats, les taxes sur votre plein d'essence, votre impôt sur le revenu, votre redevance télé, vos impôts locaux, votre taxe foncière. Le pouvoir d'achat, c'est ce que l'État veut bien vous laisser quand il vous laisse quelque chose. Le pouvoir d'achat, retenez bien cela, chers amis, c'est l'argent que l'État ne vous prend pas. C'est ce que les technocrates de Bercy, dans leur grande générosité et leur immense bonté, vous laissent après vous avoir essoré. Le pouvoir d'achat, c'est ce qui reste de votre vie quand on vous laisse être autre chose qu'un contribuable. Le pouvoir d'achat, c'est ce qui vous reste quand vous cessez de financer une bureaucratie écrasante, des millions d'étrangers qui ne travaillent pas, l'assistanat généralisé, l'endettement incontrôlé de l'État, l'aide en pure perte aux pays pauvres du monde entier. Nous sommes
le peuple le plus taxé au monde. Riches, pauvres, appartenant à la classe moyenne, nous sommes tous les plus taxés au monde. Nous travaillons près de la moitié de l'année pour financer un État devenu obèse qui dépense sans compter. C'est normal, ce n'est pas son argent, c'est le vôtre. Vous le prendre ne lui fait aucun mal, le dépenser encore moins. Il est tellement facile de dépenser l'argent des autres. Quand vous avez fini de donner ce que vous gagnez à ces gens qui ne vous diront jamais merci, ces gens qui méprisent le travailleur, le salarié, le créateur, l'entrepreneur et qui vivent de votre argent, forcément, quand vous avez fini de payer, votre pouvoir d'achat est faible. Nous allons enfin cesser de gaspiller l'argent public. Car l'argent public, c'est votre argent. C'est autant d'argent que nous allons arrêter de vous prendre. Nous allons arrêter de financer notre propre remplacement. Car lui aussi, il est financé par votre argent. Et cet argent, nous allons cesser de vous le prendre. C'est essentiel. Et c'est ce que vous attendez. Nous allons enfin récompenser le travail et le mérite. L'argent que vous gagnez à la sueur de votre front ne doit pas atterrir dans je ne sais quelle caisse publique, mais sur votre compte en banque. Il va falloir que notre État cesse enfin de gaspiller notre argent. Nous sommes les seuls dans cette campagne présidentielle à nous préoccuper de cet immense gâchis. Et cela est logique, nous sommes les seuls qui pensons aux prochaines générations. La responsabilité, c'est savoir, dans chaque réforme et dans chaque décision politique, que la richesse ne vient jamais de l'État, mais qu'elle vient des Français, que tous les matins se lèvent tôt pour aller travailler. En pleine crise du Covid, le gouvernement d'Emmanuel Macron a trouvé le moyen de faire un chèque de 140 millions d'euros pour aider le développement de la Chine. Oui, de la Chine, le développement de la deuxième puissance économique du monde. Jusqu'à quand l'État va-t-il utiliser l'argent que vous gagnez en travaillant tous les jours à des dépenses qui choqueraient plus de la moitié des Français? Ce n'est pas cela la justice, ce n'est pas cela la démocratie. Les exemples sont tellement nombreux que nous pourrions y passer toute la journée. Chacune de ces dépenses folles, chacune de ces dépenses inutiles, c'est à chaque fois des plaisirs que l'on vous enlève, des besoins auxquels vous ne pouvez plus subvenir, des achats que vous sacrifiez. Dès le premier jour de mon quinquennat, nous commencerons à dresser la liste exhaustive de tous les moyens par lesquels l'État détruit votre pouvoir d'achat. Tous, sans exception, une immense détection de tout ce qui fait de nous le pays le plus taxé, le plus imposé et le plus bureaucratique du monde occidental. Ils ne toucheront pas à la bureaucratie parce qu'ils en viennent et parce qu'elle est leur meilleur allié. Le choc de simplification de Valérie Pécresse, c'est la reprise d'une idée de François Hollande. C'est une idée de bureaucrate, la fin de la bureaucratie, la fin des dépenses inutiles. Ce n'est pas une ligne dans un programme électoral, c'est la méthode de tout mon quinquennat. Dès notre arrivée au pouvoir, nous allons cesser de prendre aux Français les milliards d'euros consacrés chaque année à l'accueil et à l'entretien des millions d'étrangers qui vivent sur notre sol. Notre modèle social laisse des familles à l'abandon et pénalise nos entreprises pendant qu'il nourrit des islamistes. Chaque année, les demandeurs d'asile coûtent 1,3 milliard d'euros aux Français, soit près de 830 € par mois pour chacun d'entre eux. C'est plus que la retraite de tant de nos agriculteurs qui ont trimé toute leur vie pour nourrir notre pays.
Savez-vous qu'en plus d'un hébergement gratuit et de soins gratuits, nous donnons à chaque demandeur d'asile pendant près d'1 an une carte bancaire créditée de 430 € par mois afin que celui-ci puisse dépenser tranquillement l'argent de vos impôts. Je mettrai fin aux demandes d'asile déposées sur notre sol et je réserverai l'asile à quelques dizaines d'individus. Oui, je réserverai l'asile à quelques dizaines d'individus, les vrais combattants pour la liberté, et non à des dizaines de milliers comme aujourd'hui. Ce sera 1,3 milliard d'euros que l'État arrêtera de vous prendre chaque année. La moitié de la France est devenue un désert médical où il faut attendre des mois pour avoir un rendez-vous chez le dentiste, où il faut faire des heures de route pour accoucher dans une maternité. Alors, je supprimerai l'AME. Oui, je supprimerai l'AME et j'embaucherai 1000 médecins salariés en urgence pour nos départements qui manquent de médecins. C'est bien la moindre des choses pour un pays qui prétendait avoir le meilleur système de santé du monde. Nous réserverons nos logements sociaux aux Français. Oui, le logement est l'une des dépenses les plus lourdes et il n'y a aucune raison de toujours favoriser les autres. Nous couperons les aides sociales aux étrangers extra-européens. RSA, allocation familiale, aide au logement. En tout, ce sont plus de 20 milliards d'euros par an qu'on arrêtera de vous prendre. Nous allégerons ainsi les charges qui pèsent sur les salaires des Français les plus modestes. Il n'est plus admissible que votre fiche de paye vienne financer l'assistanat des étrangers. Le pouvoir d'achat est souvent une préoccupation collective. C'est l'angoisse des parents pour leurs enfants, c'est la difficulté à fonder un foyer, et même parfois, ce sont des tensions dans un couple. Et pour toutes les familles des classes moyennes, partout en France, celles qu'on oublie à chaque fois, celles qui sont suffisamment riches pour supporter toutes les augmentations, mais jamais assez pauvres pour obtenir des allocations. Oui, pour ces familles, je doublerai le plafond du quotient familial et je rendrai les allocations familiales universelles. Oui, il y a des familles de la classe moyenne qui ont un emploi, qui ont un logement, mais qui souffrent quand même. Il faut aussi les aider. Je n'abandonnerai pas les classes moyennes. Les élèves issus des classes moyennes auront enfin accès aux bourses de scolarité, que ce soit pour l'université ou pour les grandes écoles. Je pense notamment à ces retraités veufs et veuves qui vivent avec de misérables retraites et qui survivent difficilement avec l'aide de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Pour celles qui ont perdu leur mari, pour ceux qui ont perdu leur femme et qui doivent soudain vivre avec la moitié d'une retraite, nous augmenterons les pensions de réversion à 75%. Je trouve qu'il n'est pas juste qu'à la douleur de la mort d'un être cher s'ajoute la crainte de la misère à venir. Au-delà de 70 ans, une femme sur 2 vit seule. Rendez-vous compte, sur les 4 400 000 personnes qui sont titulaires d'une pension de réversion, 4 millions sont des femmes. Il n'est pas juste que des femmes se retrouvent dans la difficulté alors qu'elles ont non seulement travaillé, mais aussi voué leur vie à l'éducation de leurs enfants. Je mettrai fin à cette injustice. Car pour nous, il n'y a pas de honte à vouloir bien gagner sa vie, à subvenir aux besoins de sa famille. Oui, travailler plus pour gagner plus était un excellent principe. Et oui, l'exonération de charges et la défiscalisation des heures supplémentaires
était une excellente idée. Lorsque vous ne vivez pas dans une grande métropole, je veux pour vous les mêmes avantages que pour les travailleurs des grandes villes qui se déplacent dans les transports en commun. Car ceux qui prennent le bus ou le métro se font rembourser la moitié de leurs frais de déplacement par leur employeur. Mais rien pour les automobilistes. C'est injuste. Je veux rétablir l'égalité entre les urbains et les ruraux, l'égalité entre les travailleurs des villes bénéficiant des services publics et les travailleurs des villes moins équipés. Le grand projet économique et social du général de Gaulle, celui qu'il a tenté de mettre en place jusqu'au dernier mois de sa présidence. Ce projet était celui de la participation. La participation, c'est faire bénéficier directement le salarié des succès de son entreprise. Avec nous, tous les salariés pourront toucher immédiatement cette prime sans payer d'impôt sur le revenu. Enrichir le travailleur sans appauvrir l'entreprise. Et pour cela, mes amis, je vais vous annoncer une nouvelle mesure. C'est une mesure simple. Et pourtant, je crois que c'est une révolution. C'est une mesure qui va enfin permettre aux travailleurs de voir son travail valorisé. Je propose donc la prime zéro charge pour 0 URSSAF pour augmenter votre revenu. Ainsi, tout patron pourra accorder une prime chaque année sans aucune taxe, ni aucune charge, ni patronale, ni salariale. Cette prime pourra représenter jusqu'à 3 mois de salaire net, 13e, 14e, 15e mois, sans charge. Voilà ce que je vous propose, mes amis. 0 taxe, 0 URSSAF pour toute prime augmentant le revenu des salariés. Rendez-vous compte, nous allons enrichir le travailleur sans appauvrir l'entreprise. C'est une révolution économique, sociale, salariale inédite. C'est une immense mesure de justice sociale et fiscale. La reconquête que nous incarnons, c'est privilégier enfin nos compatriotes qui travaillent. La reconquête que nous voulons, c'est garantir enfin la réussite à ceux qui travaillent dur et combattre l'assistanat. La reconquête que nous défendons, c'est lutter contre le grand remplacement pour lutter contre le grand déclassement. Oui, le pouvoir d'achat fait partie des principales angoisses des Français et il fait aussi partie des principaux piliers de notre programme. Mais là encore, notre position est cohérente avec notre vision de la France. Oui, nous allons redonner envie d'y croire à tant de Français qui n'y croyaient plus, qui en ont assez de voir leur situation personnelle et celle de leur pays décliner. Oui, nous pensons que demain sera meilleur. Oui, c'est possible, car impossible n'est pas français. Oui, je veux insuffler à la France cet esprit de reconquête. Nous avons un pays à reconquérir, nous avons une économie à reconquérir. Rien ni personne ne nous fera mépriser notre pays, son économie, ses travailleurs et le fruit de leurs efforts. Rien ni personne ne nous fera oublier que nous sommes nés dans la prospérité, qu'elle a éclairé notre passé et qu'elle nous attend dans l'avenir. Rien ni personne ne nous fera abandonner nos parents, nos enfants, nos envies, nos ambitions, nos projets. Rien ni personne ne nous empêchera de vivre chez nous et pour nous. Ils ne nous déclasseront pas, ils ne nous soumettront pas, ils ne nous remplaceront pas. Il faudra nous arracher le cœur et ils n'y arriveront pas. Parce que le courage, parce que le courage, c'est nous. Le panache, c'est nous. Le travail, le drapeau qui flotte au banc de l'histoire, c'est nous. La nation qui baisse pas les yeux, c'est nous. La terre qui refuse de se soumettre, le peuple fier qui n'a plus peur, c'est nous. La reconquête, c'est nous. Vive notre intelligence, vive notre travail, vive notre grandeur, vive tous ceux que nous aimons, vive tout ce que nous créons, vive la République et surtout, vive la France.